le fait que l'intégration, les étrangers, notamment les réfugiés, ont été toujours très mal accueillis en France. C'est pas nouveau, même quand on faisait de la politique, comme on disait, on a accueilli bien sûr les Vietnamiens, les gens d'Europe de l'Est, etc. Mais dans l'ensemble, la plupart des réfugiés ont été très mal accueillis depuis l'entre-deux-guerres jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pas nouveau. Il ne faut pas oublier les Espagnols de la guerre d'Espagne de 1939, etc. Donc ça, c'est un aspect très important. Et l'autre terme que j'ai trouvé également intéressant, c'est l'idée qu'en France, plus on accueille mal, plus on pense que ça va avoir que ce sera un remède à un effet d'appel. L'idée que, et ça a été particulièrement vrai à Calais pendant des années, l'idée que plus on accueillait mal les gens, moins ils viendraient. C'est faux, parce que d'autres raisons expliquent qu'ils sont là et qui n'ont pas grand-chose à voir avec les conditions de l'accueil. Donc ça, c'est très très important. La stratégie de dissuasion, de répression a été une constante de la politique d'accueil depuis des années, du côté des politiques publiques. L'autre élément, c'est le discours de l'OCDE, donc qui n'est pas un organisme particulièrement militant, ni d'extrême gauche, de l'OCDE de 2017. Donc il dit nous devons saisir l'opportunité unique offerte par l'élaboration du pacte mondial des Nations Unies sur les réfugiés et les migrants pour mettre la question cruciale de l'intégration au cœur du débat des politiques internationales dans le domaine. Le temps presse, notamment pour le pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières. En s'appuyant sur le texte de la déclaration de New York sur les réfugiés et les migrants de 2016, le contenu doit à présent faire l'objet d'une négociation afin d'établir un pacte durable avec un impact tangible. Donc là, je crois que c'est très clair. Le parent pauvre de la politique migratoire en France, comme dans beaucoup de pays européens, mais encore plus si on compare l'Allemagne, l'Italie et quelques autres pays, ça a été la non-réflexion en réalité sur la question de la citoyenneté, du vivre ensemble, de l'accueil. L'essentiel de la politique migratoire en France a été une politique dominée par le ministère de l'Intérieur depuis des années et une politique qui est essentiellement de contrôle. L'essentiel de cette politique, c'est le contrôle, aussi bien pour les migrants et les réfugiés, même si un très mauvais débat s'est installé en France à partir de 2016 sur, d'un côté, les bons réfugiés, d'un côté, et de l'autre côté, les mauvais migrants. C'est l'esprit du projet de loi que nous avons actuellement, qui est binaire. D'un côté, on va accueillir plus ou moins bien, d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, et puis de l'autre côté, il va falloir une politique ferme de reconduction à la frontière sur les migrants, avec toute une série de mesures nouvelles qui sont adoptées. Donc ça, je crois que c'est le résultat de ce prêt-à-penser. La migration, c'est une mauvaise chose. Les réfugiés, il faut faire un effort, mais quand même, on est très très loin derrière nos voisins européens, puisqu'on a vu l'Allemagne, on a vu beaucoup d'autres pays qui ont fait beaucoup mieux que nous. Donc ça, je crois que c'est une tendance générale de la politique française. L'autre élément peut-être pour l'accueil, c'est finalement le fait que l'essentiel de la politique d'accueil aujourd'hui, elle soit finalement avec beaucoup moins de partenariats que beaucoup de pays européens. Je pense à l'exemple allemand où on s'est appuyé sur les citoyens au tout début pour accueillir les personnes dans les municipalités avec une politique très organisée de la part des municipalités pour que les citoyens s'engagent, mais pour des courtes durées, pour accueillir les personnes, ce qui a donné de très bons résultats au niveau des villes et des lenders. En Italie, une grande partie de la politique d'accueil est faite par des associations, avec un partenariat entre les municipalités, comme par exemple Milan, avec la Caritas pour les associations. C'est vrai aussi en Sicile, en Italie du Sud et dans quelques autres régions. En France, il y a beaucoup d'initiatives citoyennes qui sont remarquables, mais elles ne sont pas portées. Et ça, je crois que c'est très important. Il y a une absence de volonté politique de mettre en avant ces initiatives, et elles sont souvent considérées comme illégitimes, voire criminelles, puisqu'on porte atteinte au contrôle des frontières en hébergeant des personnes qui vont être une aide au séjour irrégulier. C'est une honte pour la France, les procès qui ont eu en la matière. Et je pense que ça, c'est l'esprit de la politique migratoire. D'un côté, les réfugiés,
on essaye d'avoir une bonne image, ce qui a été le cas dans le passé. On se met un peu derrière l'Allemagne, un peu derrière la Suède, mais on essaye d'obéir à la Commission qui nous dit qu'il faut réinstaller des personnes. D'ailleurs, on en a eu beaucoup moins que dans d'autres pays européens pendant les 2 années précédentes. Mais de l'autre côté, eh bien, pour les migrants, c'est le contrôle, c'est la dissuasion, c'est la répression, la militarisation des frontières également, qui sont financées par des entreprises privées qui souvent font ces instruments de contrôle des frontières que l'on a aux portes de l'Europe. Il ne faut pas l'oublier, dans toute une série de dispositifs divers qui ont été inventés et mis en place. Et puis, je crois que l'idée qu'on va faire mieux en opposant d'un côté une politique à l'égard des réfugiés, une politique à l'égard des migrants qui sont tous des migrants, puisque les réfugiés sont des migrants, il ne faut pas l'oublier, c'est une sorte de trompe-l'œil du projet actuel et de la politique française en général. Merci, Catherine. Là, il y a beaucoup d'éléments que vous avez dit qui vont certainement servir de discussion. Mais pour l'instant, je passe la parole à Patrick Doutreling. Patrick Doutreling, vous êtes le président du conseil d'administration d'Adoma, qui est l'ex-Sonacotra. Pour ceux qui ne le savent pas, dans l'émission se sont largement transformés depuis 1956. D'ailleurs, l'Adoma a abandonné son nom trop connoté, entre guillemets, sans doute trop travailleur et trop algérien, et s'est ouvert à la grande pauvreté, et avec comme mission le logement dit très social. Alors vous êtes évidemment concerné par l'hébergement des demandeurs d'asile. Je précise aussi que vous avez un engagement de longue date associatif. Vous aviez été délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Vous êtes aussi le président de l'Union des associations sanitaires et sociales. Cette question du logement, de l'hébergement, qui est centrale dans l'accueil des migrants et même dans l'accueil d'urgence, est-il pour vous le problème numéro 1 de l'accueil des migrants? Bonjour à tous. Merci à Damien Carène de l'organisation de cette journée. Tout d'abord, et dès qu'il m'en a parlé, j'ai dit oui parce que les maires qui s'engagent et qui sont des fois à contre-courant de l'opinion publique ou du terme que vous avez utilisé, madame, le prêt-à-porter, prêt-à-penser médiatique, absolument, c'est absolument intéressant et c'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite. Oui, le premier accueil, c'est une catastrophe. Ce que nous proposons aujourd'hui n'est pas digne du 5e pays le plus riche du monde, c'est une évidence. On nous parle de milliers et de milliers. Bon, dès qu'on compare avec les pays européens, comme vient de le faire Madame de Wendel, on voit bien que c'est absolument assimilable si on le souhaitait, si on le décidait politiquement. Or, il est flagrant, et c'est depuis 20 ou 30 ans, que politiquement, on ne le décide pas. Non seulement on le subit, mais on essaye même d'être le subir le moins possible. L'exemple magnifique, c'est Dublin. Et tout le monde nous parle de Dublin, des Dublinés, etc. Tout le monde sait que ça ne marche pas. Tout le monde reconnaît qu'il faudrait y revenir dessus, mais tout le monde y fait référence. Et même le projet qui nous est présenté ces temps-ci au Parlement est un projet qui renforce, ou en tout cas qui maintient Dublin, alors qu'on sait que ça ne marche pas. En plus, on avait des invités grecs et italiens. Faire penser qu'on va renvoyer chez les Grecs et les Italiens, qui ont déjà une dose bien plus importante que ce que nous on a, sous prétexte que, comme ils sont plus près des frontières ou de la Méditerranée pour l'Italie et de la Libye, ou les Grecs de la frontière turque, etc. C'est absurde. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que les pays qui font déjà le plus gros effort pour des raisons géographiques, qui économiquement, surtout pour la Grèce, sont en grande difficulté, on va faire croire qu'on va continuer à les renvoyer. C'est absolument, j'allais dire, c'est une vision de myope avec double verre au niveau du foyer, mais qui ne voit pas plus loin que quelques centimètres. Donc ça, c'est vraiment le problème que nous avons en France. Même dans le projet de loi, même
nous aurons le plaisir d'écouter Aurélien Taché tout à l'heure, avec un rapport assez intéressant, évidemment. Mais même la vision qui lui a été demandée, le mandat qui lui a été fait, c'était pour ceux qui étaient réfugiés. C'est-à-dire, on fait cette distinction, j'allais dire, extrêmement forte entre les demandeurs d'asile, et qu'on va appeler les migrants de façon globale, et ceux dont on reconnaît le statut de réfugié. Et on va, j'allais dire, essayer de mettre des mesures positives, et je pense qu'il y en a quelques-unes très intéressantes dans le rapport d'Aurélien Taché, mais j'allais dire, c'est aussi pour faire passer c'est le wagon pour faire passer le train qui, lui, est un train répressif. La loi immigration, c'est une loi répressive au niveau du droit. On a essayé d'en discuter avec le ministre de l'Intérieur. Il commence à nous dire que c'est une loi équilibrée. Si la loi équilibrée, c'est l'équilibre à la Pareto. Vous savez, c'est cet économiste qui dit que c'est toujours 80-20. L'équilibre de la nature et l'équilibre économique, c'est toujours entre 80-20. 20% de riches, 80% de pauvres. Enfin, il développe Pareto de façon extrêmement intéressante. Et donc, quand j'ai dit au ministre de l'Intérieur, quand je l'ai rencontré, que s'il était équilibré, c'était un équilibre à la Pareto. Mais je pense qu'il ne doit pas le connaître parce qu'il n'a pas percuté. Très honnêtement, cette loi, elle n'est pas équilibrée. Ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est cette difficulté majeure. On peut entendre le discours du président de la République qui en campagne était beaucoup plus ouvert, qui soutenait Madame Merkel et l'Allemagne contre les propos de quelques hommes ou femmes politiques françaises. Et il a un discours, j'allais dire, cohérent au niveau international. Mais en France, il est dans la même ligne que ses prédécesseurs et avec un ministre de l'Intérieur qui parfois va même un peu plus loin que ses prédécesseurs. C'est une grande difficulté. Alors, évidemment, des fois c'est plus facile pour moi de parler comme président de l'UNIOPS, qui représente toutes les associations, que le président d'ANOMA, qui est le bras armé de l'État. Et donc la liberté de parole est moindre, même si... C'est pas qu'elle est moindre, c'est qu'elle est moindre une fois que la décision est prise. Parce que, normalement, on a une négociation plus poussée avec le gouvernement, puisque c'est une SEM d'État. Il ne faut pas critiquer une SEM d'État. C'est indispensable que l'État ne se désengage pas de cette problématique. C'est indispensable que l'État contribue aussi à trouver des réponses qui aujourd'hui, on subit tous les aléas, y compris les aléas budgétaires. Parce qu'il y a beaucoup de places qui sont ouvertes actuellement, moins que ce qu'il faudrait, mais il y a quand même un effort considérable. Mais un effort avec des moyens extrêmement limités. C'est-à-dire que quand on vous paye à 15 € ou 16,50 € par jour, vous savez que vous n'en sortez pas. Ou si vous en sortez, vous appliquez j'allais dire, l'aspect hôtelier et l'accompagnement social, vous êtes obligé de le rogner parce que vous n'arrivez pas à faire les deux en même temps. Or, fondamentalement, les gens, en dehors, évidemment, du toit et de la nourriture, c'est de l'accompagnement qu'ils ont besoin. C'est évidemment de l'accompagnement dont ils ont besoin. D'ailleurs, on voit très bien la différence au niveau de l'OFPRA quand les gens sont reconnus comme réfugiés ou pas. S'ils ont été accompagnés, ils ont beaucoup plus de chances d'être reconnus que s'ils l'ont fait tout seul ou en famille ou complètement délaissés. Donc on voit bien que cette disparité, elle est extrêmement importante. Ici, on est à Dunkerque. Ce matin, il y avait un vent du nord bien froid. C'était bienvenu chez les ch'tis, mais au lieu que ce soit la drache, c'était le froid. Mais ça m'a fait penser à cette notion d'appel d'air. On vous parle depuis 30 ou 40 ans de ce fameux appel d'air mais Catherine de Wendel l'a très bien dit, si on n'est pas dans des conditions très favorables, au moins ça évitera l'appel d'air. Ça encore, c'est une idée complètement surannée, complètement dépassée. C'est sûrement pas pour venir accaler dans la jungle que les gens sont venus.
Ils sont venus pour aller en Angleterre. Ils ne sont pas venus pour aller sur cette plage et dans des conditions aussi déplorables qui leur étaient proposées. Et donc, cette idée est extrêmement gênante parce que politiquement, et on le disait dans la première table ronde, elle n'est pas portée très fortement par les hommes politiques. On est dans une notion, je ne vais pas faire mon savant, mais Platon parlait de doxocratie, c'est-à-dire de pouvoir de ceux qui sont censés connaître l'opinion. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est persuadé que l'opinion étant ou défavorable ou très mitigée sur la politique migratoire, il faut se montrer très ferme et se montrer très difficile et très, très rigoureux. Et pas du tout ouvert, ou si on l'ouvre avec seulement statut de réfugié ou seulement des populations qui subissent la guerre et pas du tout la pauvreté, comme si la misère n'était pas aussi une guerre qu'il faut mener. Moi, l'abbé Pierre, que j'ai côtoyé très longtemps dans mes fonctions précédentes, disait que si demain un ennemi s'élevait aux frontières de la France, on trouverait des millions et des milliards et on se lèverait pour combattre. Et pourquoi on n'est pas capable de le faire contre la misère? Et j'inclus dans la misère, évidemment, nos propres concitoyens et ceux qui arrivent sur notre territoire et qui ont au moins ce besoin d'être protégés. Quand on me dit, très souvent, j'ai ouvert énormément de centres ou des CAO ou du CAES avec Adoma, on a fait un travail tout à fait remarquable. Je peux vous dire qu'à peu près 8 fois sur 10, quand ce n'est pas 9 fois, il y a une hostilité préalable du maire, souvent du conseil municipal et d'une partie de la population. Et quand vous faites le bilan au bout de 6 mois, c'est exactement l'inverse dans 99% des cas. Je crois qu'on a ouvert une centaine de centres et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il reste un centre ou deux où on a encore des misères. Tous les autres se sont arrangés. Tous les autres, non seulement ça s'est arrangé avec la mairie, avec le conseil municipal, mais la population, c'est elle qui vient inviter les gosses au goûter d'anniversaire de leur propre enfant. C'est des gens qui viennent se proposer pour faire de l'apprentissage du français. C'est des gens qui viennent pour donner un coup de main, pour faire la cuisine, pour apprendre la cuisine étrangère et apprendre la cuisine française aux étrangers. Donc, quand on dit que les Français sont très frileux par rapport à cet accueil, moi je peux dire qu'en façade, sûrement l'influence du Front National, le non-portage politique pendant les 15-20 dernières années d'une politique forte et généreuse fait que, effectivement, la population, dans un premier temps, est réticente. Mais très très vite, on passe au-delà de ces réticences. Je voudrais juste, je vois que mon temps est à peu près imparti, mais insister sur une chose, c'est l'apprentissage du français. Et dès l'accueil, Aurélien Taché va nous présenter l'augmentation, et tant mieux, elle était indispensable, mais pour le moment, elle n'est proposée qu'aux gens qui ont le statut de réfugié. Nous, il faut se battre pour que, dès qu'on est en France sur le territoire, qu'on soit dans un accueil collectif, dans une urgence, un CHU, UTAS, enfin, des gros mots, il y en a partout, ils en inventent tous les jours. Apprenons leur français. Apprenons le français. De toute manière, ce sera 6 ou 8 mois ou 12 mois de gagner s'ils sont reconnus. Et s'ils ne sont pas reconnus, d'abord, ça veut dire qu'ils auront des journées occupées au lieu d'attendre, parce que paradoxalement, on les laisse patienter à ne rien faire. Et d'autre part, s'ils doivent retourner dans leur pays, ils auront cet apprentissage du français, ils pourront s'en servir pour le tourisme, pour le commerce, pour ce qu'on veut. Et puis, on avait avant un ministre de la francophonie. Et bien voilà, on a de la population sur le territoire, on peut leur apprendre le français, ça servira à tout le monde. Eh bien, faisons-le. Merci. Alors, justement, précisément, la question de l'apprentissage de la langue, elle est au cœur du rapport d'Aurélien Taché, que je représente rapidement. Vous êtes donc député La République En Marche de la 10e circonscription du Val d'Oise. Et ce n'est pas la première fois que vous vous occupez de la question du logement. Par exemple, vous avez été conseiller auprès du ministre du Logement sous le mandat de François Hollande. Et vous avez remis donc au Premier ministre un rapport le 19 février dernier, 72 propositions pour une politique ambitieuse
d'intégration des étrangers arrivant en France. Alors ceci, comme l'a signalé Patrick Doutreling, n'a pas manqué d'être commenté, puisque c'est au même moment de la présentation par Gérard Collomb du projet de la loi Asile et Immigration. Tout a donc été un peu fait pour que vous soyez présenté comme le visage social du président, sa main gauche, si l'on veut dire, et Collomb son visage policier, sa main droite. Et vous allez peut-être nous dire jusqu'à quel point la politique ambidextre est possible. En tout cas, il y a beaucoup de propositions et beaucoup surtout d'études dans ce rapport que je vous conseille tous de lire, parce que c'est un état des lieux, là pour le coup, extrêmement complet. Mais effectivement, vous proposez des solutions, des préconisations en 5 axes. La langue française et la formation civique arrivant en premier. Je m'imagine que c'est un ordre de priorité. Accès à l'emploi, et l'accès à l'emploi surtout pour les demandeurs d'asile, même en attente de réponse de leur dossier. Accès au logement et à la santé. Et intégration à la culture, ce que vous mettez sur l'intégration à la culture, c'est aussi toute cette vie civile et l'implication de la société, de l'intégration dans la société civile, telle qu'elle se pratique déjà, donc d'une manière de prendre en compte tout ce travail qui est déjà fait par les associations. Les 3 mesures phares qui ont été déjà un peu commentées, c'est cet accès à l'emploi, cet accès facilité à la nationalité française, ça c'est aussi dans la ligne de l'apprentissage de la langue. Et la dernière, qui est peut-être finalement la plus audacieuse, mais la plus technique, la plus ennuyeuse, qui est celle de faire sortir la politique d'immigration et d'intégration de la seule logique du ministère de l'Intérieur, qui tend à concevoir, comme l'a dit très bien Catherine de Benden, qui tend à concevoir l'immigration comme un problème de police et de frontières, et que vous proposez donc vraiment une politique interministérielle pour cela. Alors, quand même, Aurélien Taché, vous n'allez pas forcément nous redétailler toutes les mesures que vous avez faites, mais l'esprit un peu dans lequel vous avez travaillé, qu'est-ce que c'est que faire de la politique? Vous appliquez beaucoup à être dans le pragmatisme, dans la proposition concrète, mais compte tenu de ce que nous avons dit déjà précédemment sur cette question de ce fameux prêt-à-penser, est-ce que réhabiliter une vraie politique d'accueil et d'intégration, est-ce que c'est possible sans changer de discours? Est-ce que c'est possible sans véritablement s'intéresser aussi aux principes, aux concepts et surtout aux paroles? Alors, merci d'abord de votre invitation. Merci à Damien Carême, effectivement, pour avoir organisé cette journée sur l'accueil. Et merci de me donner l'occasion de parler d'intégration, parce que c'est un sujet qui est en général éludé. On le traite au mieux à la fin si on a un petit peu de temps. Et moi, je pense qu'au contraire, c'est en parlant d'intégration, en réfléchissant sur la question d'intégration, qu'on peut ensuite faire évoluer les mentalités sur l'accueil. Mais je m'explique. Oui, la France, elle peut accueillir mieux, la France, elle peut accueillir plus. On a encore des gens dehors au moment où on se parle, et juste à côté d'ici, et c'est insupportable. Pour autant, si on veut vraiment faire mieux et plus, je suis convaincu qu'il faut qu'on aille un petit peu plus loin dans la réflexion, et qu'on se demande quelle place on fait aux étrangers qu'on accueille en France. Alors, Patrick Doutreling soulignait qu'on m'avait demandé de travailler sur la question des réfugiés. Un petit peu plus que ça, c'est-à-dire tous les étrangers qu'on accueille en France. C'est 130 000 personnes à peu près qui arrivent chaque année en France et à qui on donne l'asile, ou qui viennent au titre du regroupement familial ou pour une autre raison, mais en tout cas 130 000 personnes à qui on délivre un titre de séjour. Et souvent la réflexion s'arrête là en fait. Souvent on ne se demande pas ce qui se passe ensuite. Et tous les débats politiques qu'on a eus depuis 10, 20, 30 ans sur ces questions se limitaient à cette question effectivement de qui on accueille ou non, sans se demander de ce qui se passait après. Et donc, moi, je rejoins complètement le constat qui fait qu'il y avait un manque de portage politique vraiment sérieux sur la question de l'immigration et de l'intégration. Non seulement il y a eu un manque de portage, mais il y a eu aussi beaucoup d'instrumentalisation, de part et d'autre d'ailleurs, avec soit des discours qui tendent à faire de l'immigré finalement la cause de tous les maux, des discours aussi parfois très durs à l'inverse
sur des termes que moi, dans lesquels, à mon avis, ne font pas de bien au débat, rafle ou autre. Enfin bref, il y a eu beaucoup d'instrumentalisation politicienne sur ces questions et on n'a pas parlé de politique publique, on n'a pas parlé de ce qu'on voulait faire concrètement pour les gens. Et parler de ça, finalement, c'est faire de la politique, c'est changer le discours, c'est dire à un moment, des gens arrivent, ils sont là, voilà, et ça, on peut juger que c'est bien ou mal, mais enfin, c'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour que ce soit une chance finalement pour ceux qui arrivent comme pour le pays. Et là, il y a à mon avis un vrai changement de paradigme à opérer. Aujourd'hui, on a une politique d'accueil et d'intégration qui est vraiment avec effectivement deux mains, pour reprendre votre expression de tout à l'heure, mais moi je vois deux autres mains, c'est-à-dire soit une main de contrôle, oui, qui est celle du ministère de l'Intérieur, soit une main de prise en charge avec tout le formidable travail que font beaucoup d'associations en ouvrant des centres, en accueillant les gens. Mais on n'a pas finalement une logique d'investissement qui permettrait aux personnes d'être autonomes. On n'a pas une logique finalement qui permettrait, oui, voilà, de changer de paradigme et de se dire qu'une politique d'accueil et d'intégration, ce qu'elle doit faire, et ce dont elle doit viser, c'est à rendre les gens autonomes le plus rapidement possible. Alors ça passe par un certain nombre de changements assez radicaux par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Patrick Doutreling en a aussi évoqué un, qui est par exemple la question d'apprendre le français. Oui, il faut aller beaucoup plus loin sur la question de l'apprentissage du français en ayant plus d'heures qui sont proposées aux gens, il faut le faire beaucoup plus vite. Moi, je propose effectivement dans le rapport qu'on n'attende pas que les gens aient le titre de réfugié pour commencer à apprendre le français, pour la bonne et simple raison que quand on est dans un centre d'hébergement où finalement on est en attente d'une décision et qu'on ne peut pas travailler, mais j'y reviendrai parce que je crois que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer, qu'on ne peut pas, on n'est pas encore dans le moment où on construit sa vie, puisqu'on attend finalement une réponse. On n'a rien mieux à faire que d'apprendre le français. Et les gens, ils le réclament. C'est d'ailleurs souvent ce qu'ils réclament en premier. Il suffit d'aller même sur des campements pour se rendre compte que souvent les gens, c'est d'abord ça qu'ils demandent avant même un hébergement ou autre. Donc il faut commencer par cet apprentissage de la langue le plus vite possible et de manière beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Il faut aussi permettre aux gens de travailler le plus vite possible, c'est vrai. On a une procédure d'asile qui est beaucoup trop longue en France et en plus, on n'autorise pas les demandeurs d'asile à travailler. Ou alors, théoriquement, au bout de 9 mois, ils peuvent faire une demande, mais enfin, bon, dans les faits, c'est très très peu. Donc, la proposition que moi je fais là-dessus, elle est de dire qu'au maximum, après 6 mois, les gens doivent pouvoir travailler. Ils ne doivent pas pouvoir demander l'autorisation, ils doivent pouvoir travailler, voilà. Parce que sinon, là aussi, c'est un temps perdu qui est précieux pour tous ceux qui vont rester en France et construire leur vie. Et puis, si certains doivent repartir, je ne vois pas en quoi avoir travaillé ou avoir appris le français serait un obstacle. Donc, ça, c'est vraiment, à mon avis, un changement de paradigme important. Et puis après, il y a tout ce que la puissance publique peut faire aussi. Et aujourd'hui, on a donc cette question du français, on a donc cette question de l'autorisation de travailler, mais on a vraiment une politique d'orientation, finalement, à construire avec les personnes qui n'est pas du tout mise en place. Quand quelqu'un arrive, la première chose, à mon avis, à faire, c'est de lui demander ce qu'il voudrait faire, ce qu'il pourrait faire, ce qui l'intéresserait, ce qu'il faisait peut-être dans son pays avant. Ça, aujourd'hui, c'est pas du tout fait. On a quelques expériences ici ou là qui ont pu démontrer que c'était intéressant, notamment beaucoup de choses se font dans les Hauts-de-France, donc c'est un plaisir de venir parler de ces sujets-là ici, parce que c'est sur bien des questions une terre très avant-gardiste. À Lille, par exemple, vous avez un programme qui est mis en place par l'AFPA et qui consiste à apprendre le français aux gens, à leur apprendre les codes de l'entreprise en France, leur métier de demain. C'est intéressant, mais il faut aller beaucoup plus loin, parce que moi, toutes les entreprises que j'ai pu rencontrer qui ont embauché ces réfugiés et qui ont pris part à ce programme m'ont dit que si c'était à refaire, elles le referaient, mais qu'elles avaient quand même dû se débrouiller un peu toutes seules, qu'elles avaient dû finalement demander à leurs salariés d'aller ouvrir un compte à la banque pour les personnes qu'elles venaient d'embaucher, pour les réfugiés qu'elles venaient d'embaucher, de demander à leurs salariés finalement de les accompagner à vélo le matin au travail. Bref, autant de choses qui sont admirable, et moi je salue les entreprises qui se sont engagées dans cette voie, mais qu'on n'a pas à demander à des entreprises de faire. C'est à la politique publique de mettre ça en place. Donc il faut vraiment qu'on change de logique et qu'on passe sur ce paradigme finalement de se demander, oui, comment les gens pourraient trouver leur place ici et de leur donner les moyens de le faire. Alors ça suppose d'en faire peut-être un petit peu moins sur le contrôle aussi, c'est vrai. Quand on a 4 rendez-vous en préfecture qui sont nécessaires pour avoir un titre de séjour, je ne suis pas sûr que les 4 soient utiles. Quand on a ces files d'attente interminables, moi je suis élu à Cergy dans le Val d'Oise, qui sont réservées aux étrangers, je ne suis pas sûr que là non plus le message qu'on envoie à la fois à ceux qui arrivent, à la fois aux Français, c'est de dire que finalement
oui, ça va bien se passer, oui, c'est une chance que de vous avoir ici. Non, c'est même plutôt le contraire, ça peut même avoir un effet de miroir déformant. Pourquoi il y a toujours autant d'étrangers à la préfecture? Pourquoi ils font la queue comme ça? Enfin, est-ce qu'il y a besoin de les contrôler autant? Donc c'est vrai qu'il y a des choses à changer là-dessus. Moi, je propose par exemple qu'on ait des titres de séjour plus longs, qu'on arrête de demander aux gens de revenir tous les 6 mois, qu'on dématérialise aussi un certain nombre de demandes et qu'on ne soit pas obligé de venir 4 fois à la préfecture pour un titre de séjour. Donc voilà autant d'éléments qui sont à mon avis des éléments très concrets de fond et sur lesquels il faut qu'on évolue. Il y a après bien d'autres sujets sur lesquels on pourrait échanger. Hein. Il y a la question de l'accès aux soins. On a des gens qui ont vécu des choses difficiles sur le chemin de l'exil et dans leur pays, donc il faut qu'on prenne ça en compte. Il y a la question du logement. Adoma s'est exprimé, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Moi, je propose qu'on donne une prime de 1 000 € par logement qui soit mis à disposition des réfugiés. Ça peut paraître rien comme ça, mais j'ai rencontré beaucoup de maires qui m'ont dit, voilà, s'il y avait quand même symboliquement quelque chose de la part de l'État qui nous disait, allez, on y va, on accueille, plus le ferait. Donc, c'est plein de petits éléments comme ça qui, mis bout à bout, permettraient de changer la perception, permettraient de changer de logique. Et l'aboutissement du rapport, c'est finalement de se dire qu'effectivement, avoir un endroit, un établissement public, une agence, le sais-je, où on ne fait que réfléchir à ces questions, où on se demande finalement comment et quelle place trouvent les étrangers en France, où on le mesure aussi, où on regarde un étranger sur 3 seulement trouve un emploi dans les 5 premières années de son arrivée en France. C'est l'OCDE qui le dit parce qu'en France on n'est pas capable de le mesurer. On n'a pas d'éléments pour ça, on ne produit aucune statistique, alors pas ethnique, mais sur l'insertion des étrangers par rapport aux nationaux. Donc il faut qu'on traite ces sujets, qu'on les porte, et il faut un endroit où finalement on ne fasse que ça et on ne fasse que réfléchir à comment et quelle place on donne aux étrangers qui arrivent dans notre pays. Et effectivement, là je pense qu'on aurait fait une grande part du chemin si on avait construit cet espace et si on se mettait autour de la table pour regarder très concrètement quelle est la place que trouvent les étrangers en France. Je vous remercie. Merci Aurélien Taché. Alors peut-être que la contestation va venir de ma gauche. Pierre Laurent, vous êtes secrétaire général du Parti communiste. Pour vous, faire ou refaire de la politique, est-ce que c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on fait pour changer ce fameux prêt-à-penser ? Alors, je pense que c'est... On parlait de portage politique, et je viens d'entendre que je réagirai à ce que vient de dire Aurélien Taché, mais c'est prendre ses responsabilités face à ça. Bon, la première chose que je voudrais dire, c'est que je pense qu'ici, et moi je voudrais aussi féliciter Damien Carême pour l'organisation de cette assemblée, c'est ici qu'on est dans le sens de l'histoire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on regarde l'état du problème en France, en Europe et à l'échelle du monde, il faut bien se mettre une chose dans la tête, je pense qu'il y a une bataille d'idées aussi à développer là-dessus, c'est que nous allons vivre dans un monde de migration. Et le défi mondial des migrations, c'est un grand défi qui est devant nous dans le XXIe siècle. Et les politiques qui sont menées ici, en France, en Europe et ailleurs, et qui visent, en fait, parce que c'est ça qui développe, à construire des murs, eh bien, ce sont des politiques anachroniques. Ce sont des politiques qui, comme disait Ronnie Broman tout à l'heure, brutalisent le monde. Qu'est-ce que c'est que cette mondialisation dans laquelle on veut nous faire vivre, où les inégalités explosent? Ces inégalités sont d'ailleurs à la source de beaucoup des conflits qui jettent des centaines de milliers de réfugiés sur les routes. Et on croit se protéger en construisant des murs, en renforçant des politiques répressives dans les différents pays. Je pense que c'est à contresens de l'histoire. Et je voudrais dire un mot là-dessus. L'ONU vient de se saisir, ça me paraît très important, de cette question, et donc a lancé l'élaboration d'un pacte mondial des migrations pour la fin 2018. La France devrait être un des pays les plus à l'offensive pour faire aboutir positivement le pacte mondial des migrations. Or, quel est le message que nous allons envoyer si on laisse faire dans 2 mois? C'est une loi asile et migration qui est à l'inverse de ce qu'il faut faire. À l'inverse de ce qu'il faut faire, parce que la France va envoyer un message, pas seulement aux Français, va envoyer un message à l'Europe, va envoyer un message catastrophique au monde, alors même qu'il faut prendre les choses autrement. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Deuxièmement, insister aussi à mon tour, l'invasion, le thème de l'invasion, qui a été, c'est vrai, porté très en avant par le Front National, mais pas seulement par le Front National. Il suffit d'écouter... moi, j'écoute attentivement les réponses que nous fait le ministre de l'Intérieur
ces temps-ci au Parlement quand il est interpellé. Ce thème est omniprésent. Or, c'est une construction politique qui vise à diviser les gens, mais qui n'est pas une réalité. Des chiffres ont été donnés tout à l'heure. Il y a eu 3,4 millions de nouveaux permis de séjour en Europe délivrés en 2016 pour 504 millions d'habitants. La France a délivré 7% de ces 3,4 millions. Nous étions en 21e position. Donc c'est pour ça que nous reculons, que nous sommes le 5e pays. Et ça va continuer à se dégrader si on fait ça. Donc la loi asile-immigration, j'entends ce que dit Aurélien Taché, mais sa logique même est à l'inverse du discours que vous venez de tenir. Et comme tous les deux, on est parlementaires, on a rendez-vous, parce qu'à un moment donné, il faudra savoir si ce projet de loi, on le vote ou on ne le vote pas, avec la logique qu'il comprendra. Par exemple, par rapport à ce que vous dites, en quoi l'allongement de la durée de rétention de ceux qui va servir ce que vous venez de dire? C'est l'exact inverse. Vous parlez de premier accueil, il va falloir mieux accueillir, les prendre en charge, etc. Mais si, par exemple, on applique la circulaire Collomb, qui est une circulaire pour aller chercher dans les zones combattues par les associations, eh bien, on aura des fuites du dispositif, c'est-à-dire au lieu qu'ils aillent dans les dispositifs de premier accueil, eh bien, les gens concernés les fuiront, ces dispositifs, parce qu'ils auront peur, effectivement, des dispositifs répressifs. Donc la logique même de la loi, qui est de dire on s'occupe au mieux des demandeurs d'asile et de ceux qu'on va accepter. Et pour tous les autres, c'est le départ, d'une manière ou d'une autre. Et le ministre de l'Intérieur nous fait tout un tas de discours sur l'amélioration du dispositif et la performance du dispositif de retour, de reconduite aux frontières. Et on sait en plus que les Dublinés, ça ne marche pas, etc. Tout ça est à contresens, je pense, de ce qui est nécessaire. Et il est faux de dire, moi je crois que c'est une idée qu'il faut combattre, et nous en sommes la preuve ici, il est faux de dire que la France n'est pas prête à faire mieux. Le monde associatif, de très nombreux élus locaux, la population, quand on met en situation d'expérimentation positive les populations, la France est capable de beaucoup mieux. Et effectivement, ce sont les dispositifs politiques qui sont organisés depuis des années, qui nous font reculer en la matière et qui cherchent à mettre en permanence sur la défensive, voire à réprimer les militants de la solidarité, qui font reculer ça. Effectivement, tout à l'heure ça a été dit, mais le fait même qu'on ait en France des procès pour délit de solidarité est une chose invraisemblable et inacceptable. Et je pense qu'il faut porter... Alors que faire ? Moi d'abord, je voudrais le dire, puisqu'on est réunis pour en débattre, je pense qu'il faut combattre la loi qui se prépare. Il ne faut pas adopter la loi asile et migration telle qu'elle se présente. Parce que, je le répète, nous enverrons un signal catastrophique et nous serons à contre-courant de ce qu'il est nécessaire de construire. Et ce n'est pas, évidemment, une loi, si on peut l'améliorer par-ci, par-là, on va l'améliorer, on fera le travail pour ça, on n'est jamais des partisans du tout ou rien. Mais la logique fondatrice de la loi est mauvaise. Il faut le dire et le redire, et ne pas essayer de faire croire le contraire. Ensuite, il faut encourager toutes les expériences d'accueil et se battre pour qu'elles obtiennent des moyens. Et donc il faut effectivement ne pas lâcher l'État, si je puis dire, sur les moyens que nous avons à engager, parce que pour que les expériences réussissent et réussissent dans la durée, bien sûr il faut la générosité des citoyens, il faut la générosité et l'engagement du monde associatif, mais il faut des moyens d'État, il faut les moyens d'une politique publique, et qu'on ne nous dise pas qu'en France et en Europe, nous n'avons pas les moyens de ces politiques quand on gâche tellement d'argent dans des politiques qui créent de la misère, qui organisent le dumping social et qui créent des difficultés en France, en Europe et dans le monde. Il faut se battre d'ailleurs contre ces logiques de dumping qui organisent, parce qu'une partie des migrations de la misère, elles sont d'ailleurs intra-européennes et elles sont organisées par le dumping social généré par les politiques de déréglementation européenne que les dirigeants français ne combattent pas depuis des années, voire participent à organiser. Il faut des initiatives politiques comme celle-là. Moi, je soutiens totalement l'idée qui figure dans le manifeste
qui est distribué aujourd'hui sur l'idée d'organiser des réseaux d'élus. Il faut organiser la coopération des forces progressistes pour faire la démonstration qu'une autre politique d'accueil est possible en France. Il faut mener la bataille au plan européen. On se dirige vers des élections européennes en 2019. Il faut que ce soit une des grandes questions qui soit portée politiquement dans la bataille des élections européennes, parce que nous ne pouvons pas accepter la situation européenne actuelle. Et je le redis encore une fois, mais quand on a en Europe une partie des gouvernements à l'est de l'Europe et dans d'autres endroits, et bientôt malheureusement au sud, on va regarder les résultats des élections en Italie, on les suit avec beaucoup d'inquiétude dimanche prochain. Quand on a cette situation en Europe, je pense que la France prend une très grave responsabilité en envoyant un signal d'encouragement au repli dans cette situation, alors que nous devrions faire exactement le contraire. Et je pense que dans la bataille des élections européennes, et il y a des combats qui peuvent être gagnés aussi là. La députée européenne Marie-Christine Vergiat a réussi à faire, qui siégeait dans notre groupe, le groupe de la gauche unie, a réussi à faire adopter au Parlement européen un rapport positif sur la question des migrations. Donc des batailles peuvent être gagnées, elles peuvent être gagnées en France, elles peuvent être gagnées au plan européen, et il faut mener la bataille au plan mondial. Nous sommes capables de mener la bataille au plan mondial sur des questions comme l'écologie, sur les questions comme l'évasion fiscale, en tout cas elle se développe. Il faut que sur la question des migrations, nous le fassions. Et puisque, je disais, il y a ce travail engagé par l'ONU, eh bien je crois qu'il faut que le monde politique, associatif, le monde citoyen qui a envie de converger sur ça, se mêle de l'élaboration du pacte mondial des migrations. Et peut-être qu'il faudra des nouveaux rendez-vous à l'automne pour porter cela. En tout cas, moi, je suis persuadé que les forces existent dans notre pays pour ne pas accepter la dérive répressive dans laquelle on est engagé aujourd'hui. Et je pense que le meilleur de la France peut se rassembler et travailler dans un tout autre sens, en convergence avec des forces qui, elles aussi, sont nombreuses, trop dispersées, mais nombreuses à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Bien, le débat politique, le débat parlementaire peut déjà commencer sur la loi. Benoît Hamon, vous êtes président de Génération Mouvement. Vous êtes particulièrement engagé contre la loi Asile et Immigration, et ce, dès la circulaire Collomb en décembre dernier. Je signale aussi que quand il s'agit de faire des questions de campagne électorale, on peut constater que la campagne de 2017 a été, peut-être par hasard, peut-être simplement grâce à Fillon, assez peu orientée sur les questions des migrants, qui n'a pas été du tout finalement une question qui a été trop mise à l'ordre du jour, excepté peut-être par vous, qui avez quand même porté cette question comme faisant partie des questions sur lesquelles il y avait peut-être à changer de politique. En tout cas, sur votre site, refusons la brutalité et la répression, favorisons l'humanité et la bienveillance en créant des conditions d'accueil et d'accompagnement décentes. Est-ce que vous faites partie des belles âmes ? J'espère, parce que c'est pas inutile d'avoir une belle âme dans la période, mais en tout cas, si on me l'accorde, je la prends. D'abord, bonjour, merci à Damien d'organiser cet événement, je le trouve très important, j'espère que c'est un point de départ, et un point de départ qui nous permettra de contrarier une réalité que vous avez évoquée dès le départ, le fait qu'aujourd'hui, la peur de l'étranger est un ciment social puissant en France. On peut se réjouir qu'on parvienne dans une ville comme celle-ci ou dans d'autres villes à remettre en cause ce ciment social et à le craqueler quand on fait l'expérience de l'autre. Mais c'est un ciment social puissant qui a été largement nourri, alimenté par des années et des années de politiques qui allaient toutes dans le même sens. Et s'il n'y a pas un consensus global de la société française à rejeter l'étranger, on peut dire qu'il y a un consensus large de la classe politique à considérer qu'on ne peut pas accueillir plus. Et qu'en conséquence de quoi, il faudrait non seulement fermer la porte à la migration économique, à l'immigration économique, à toutes celles et ceux qui fuient la misère économique, mais qu'il faudrait aussi restreindre l'accès
à la France et à la République, à ceux qui fuient des conflits parce qu'ils seraient, finalement, aujourd'hui, c'est ce que ce gouvernement, mais comme à bien des égards, beaucoup de gouvernements qui l'ont précédé cherchent à démasquer, c'est que derrière ce pauvre qui prétend fuir la guerre, en fait, il y aurait quelqu'un qui dissimule qu'il n'est pas un pauvre cherchant à fuir la guerre, mais qu'il n'est qu'un pauvre cherchant à fuir la misère, ce qui ne le rend pas éligible à l'accueil en France. Donc nous avons un ciment social fort, et c'est la petite nuance que j'apporterai, c'est pas qu'il n'y a pas eu de portage politique, il y a eu un portage politique de la question de l'immigration, mais exclusivement négatif, et qui explique à bien des égards pourquoi nous en sommes aujourd'hui arrivés finalement à ce que, quand je parlais de consensus large de la classe politique, gauche et droite, sur le fait qu'on ne peut pas accueillir plus, le débat serait entre ceux qui disent « nous ne voulons pas accueillir plus, il faut donc augmenter les contrôles et fermer les frontières », et ceux qui disent « nous ne voulons pas accueillir plus, donc il faut faire de la coopération et du développement ». Mais le résultat est le même. C'est qu'on ne veut pas accueillir plus. Et qu'on ne prend pas en compte la réalité des phénomènes migratoires, dont, alors là, si on a bien un président de la République qui a fait une campagne sur le pragmatisme, ce président-là devrait être le mieux placé pour mesurer combien, à la fois en raison des conflits et de l'instabilité du monde aujourd'hui, en raison du sous-développement et en raison du réchauffement climatique, nous pouvons d'ores et déjà anticiper des phénomènes migratoires qui vont être des phénomènes migratoires importants, qui ne concerneront pas que l'Europe, parce que les principaux déplacements de population se font à l'intérieur, par exemple, du continent africain, mais concerneront aussi l'Europe. Tant et si bien, d'ailleurs, et c'est assez inhabituel, mais quand le Conseil d'État a réagi au texte qui a été proposé par Emmanuel Macron, le Conseil d'État a considéré que ce texte finalement ne prenait pas la mesure des phénomènes migratoires, qu'il n'en prenait pas la mesure et qu'il n'offrait pas une stratégie qui soit une stratégie pour les politiques publiques pour faire face aux défis qui seront ceux des phénomènes migratoires, et qu'il tapait à côté. Alors, est-ce que ce texte comble un vide qui vient? Je vais en parler, puis après je dirais ce qu'à mes yeux, il faudrait peut-être commencer à faire en lieu et place de cette politique. Mais est-ce qu'il comble un vide? Non. Depuis 1980 ou 81, il y a eu 16 textes sur l'asile, l'immigration, etc., etc. Et si on regarde aujourd'hui ce texte, il a été présenté au Conseil des ministres alors que les dispositions du précédent texte qui datait de mars 2016 ne sont même pas mises complètement à exécution. Donc il ne comble pas un vide. Indiscutablement, c'est un texte de plus qui répond à quoi? Un besoin de la société ou à l'opinion publique? Il répond non pas à un besoin de la société, parce que la société française et la République n'a pas besoin de ce texte qui augmente la durée de rétention, la multipliant par 2, qui supprime les possibilités, en tout cas le caractère suspensif de l'appel, etc., etc. Il n'y a pas besoin de ce texte. Non, il répond, et c'est d'ailleurs le ministre de l'Intérieur qui le dit, alors là, reconnaissons-lui une forme d'honnêteté sympathique, et dit, oui, nous le faisons pour suivre l'opinion. C'est ce qu'il a dit. Qu'il a dit aux associations, qu'il a dit sur les médias, pour suivre l'opinion. L'opinion construite, fabriquée autour de ce ciment social qui est celui de l'apport de l'étranger. Donc nous en sommes là. Nous en sommes là. Ce texte est-il bien accueilli? Bon, j'ai cité le Conseil d'État, on pourrait prendre à peu près tout le monde. Le défenseur des droits qui note que justement ça ne répond pas à un besoin de la société, qu'il y a des atteintes aux libertés fondamentales évidentes. L'ensemble des associations, pardon de le dire, mais sauf à considérer que la démocratie se résume dans une forme de grâce qui investirait celui qui a été élu président de la République et s'arrêterait là, quand la totalité des associations qui sautent au contact des migrants, des étrangers, travaillent et sont souvent des opérateurs des politiques publiques. Pas habitués à des numéros qui consistent à claquer la porte des ministères pour s'en aller. Je veux dire, on l'a vu il y a d'autres secteurs de la société française, ce sont des registres sur lesquels on voit certains syndicats claquer la porte. Mais là, quand on parle de Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, l'UNIOPS, etc., etc., on pourrait tous les citer. Bon, c'est pas la politique de la chaise vide, du claquement de porte qui domine, mais quand toutes ces associations disent d'une même voix, ce texte est une régression du point de vue des libertés fondamentales, mais aussi du point de vue du travail que nous faisons pour accueillir dignement les personnes qui viennent sur le territoire, on a là un indicateur quand même assez fort. Bon, on pourrait prendre,
à peu près tous les acteurs qui de près ou de loin s'intéressent, soit sur le plan juridique ou sur le plan des droits, les avocats, les juges, les professeurs de droit, les associations, il y a un accueil très défavorable à ce texte qui vient après une circulaire qui a introduit là aussi moi ce que je compare, je le dis très honnêtement, mais on prend ou on prend pas, mais moi je compare ce que fait la circulaire Collomb, c'est le même esprit que la déchéance de nationalité. C'est pareil. C'est les mêmes principes fondamentaux qui sont remis en cause. Le fait de trier ou de demander à des travailleurs sociaux de trier les personnes qu'elles reçoivent quand elles ont besoin d'un toit au nom de l'accueil, alors que l'accueil inconditionnel devrait s'appliquer en fonction de leur statut et du caractère légal ou illégal de leur séjour en France, honnêtement, c'est proprement honteux. Alors, bon, je suppose que dans cette salle, vous n'êtes plutôt pas fan de la loi immigration-asile, mais et moi je reconnais dans le rapport d'Aurélien Attaché, il y a matière à picorer et à prendre. Hein. Il y a le visa humanitaire dont mais, que vous voilà, mais à la fin, le problème c'est que moi je souhaite, et je le souhaite pour vous, que ce soit pas, parce que là pour le coup ce serait terrible, ce soit pas juste un contre-feu allumé pour histoire de distraire le regard ou l'attention des uns et des autres, et que le projet de loi, lui, passe tranquillement. Parce que si ça n'est que ça, alors il y a le travail parlementaire, vous me direz, etc., je connais ça par cœur, je connais aussi la difficulté d'un exécutif qui dit blanc quand le Parlement aimerait dire noir. Alors à la fin, est-ce que ça finira gris clair, gris foncé, j'en sais rien, mais bon, vous devrez trancher, j'espère que ce ne sera pas, comme probablement on peut le redouter, un équilibre à la Pareto, c'est-à-dire 80-20, et où le 20 apparaît finalement si misérable que ça ne justifie pas qu'on vote pour un texte. Mais une fois qu'on a ce texte qui est posé, il y a une chose que moi je voudrais dire. Ce qui m'a frappé au-delà de la loi, c'est que nos administrations ne respectent même pas les lois existantes. Qu'il n'est pas rare que dans les préfectures, qu'il n'est pas rare que les services des départements et l'ASE ne mettent pas en œuvre la loi, ne mettent pas en œuvre les protections élémentaires à l'égard de ceux qui sont demandeurs d'asile, organisent, ne serait-ce que pour les mineurs isolés, les choses de telle façon qu'on dissuade les gens de faire valoir leurs droits, ou que, pour le coup, aujourd'hui, quand on voit la manière dont les entretiens se passent avec l'ASE dans les services des départements, où honnêtement, on est dans une situation où la plupart de ceux qui veulent faire valoir la reconnaissance de leur minorité ont le droit à une réponse négative, on manque d'interprètes, on a des entretiens parfois au fil de l'eau, tout ça montre quoi ? C'est que d'abord, les instructions politiques qui sont passées, et qui viennent directement, qui sont très verticales, ou des présidents de département, ou du ministère de l'Intérieur et des préfets à leur service, sont faites ces instructions pour que, au-delà même des textes de loi, on organise la dissuasion des personnes qui veulent faire valoir leurs droits, notamment les demandeurs d'asile, de pouvoir aller au bout des procédures. Et ça, c'est en soi un énorme problème, parce qu'il n'y a pas qu'à changer la loi. Il y a à organiser l'écosystème qui permet à celui qui veut demander l'asile de pouvoir aller au bout des procédures et d'être accompagné dans ces moments-là, plutôt que dissuadé de faire valoir ses droits. Donc, c'est un des points sur lesquels moi j'aimerais que, là pour le coup, les parlementaires exercent leur rôle de contrôle de la mise en œuvre des textes qu'ils votent, parce qu'aujourd'hui, on est en droit de constater et de regretter que même les textes existants sont largement ignorés ou bafoués par des services qui sont censés les appliquer. Dernière chose, qu'est-ce qu'on peut faire à la place ? Bon, moi je pense que, après avoir beaucoup réfléchi à ces questions avant d'être candidat à la présidentielle et de savoir comment on pouvait porter un message qui soit un message et une politique publique qui anticipe ces migrations, il y a d'abord à dire que il y a toute une partie où il y a des gens, des personnes qui sur le territoire français, des familles, qui d'ailleurs aujourd'hui sont contraintes d'occuper de l'hôtellerie sociale, qui sont ni expulsables ni régularisables, qu'il faut régulariser. Il faut commencer par bon, alors c'est pas une vague, parce que tout le monde prend peur, mais oui, il faut régulariser un grand nombre de ceux qui aujourd'hui sont maintenus dans une situation de précarité par le fait qu'il n'y a pas de solution pour l'instant en droit qui leur permette d'avoir un titre de séjour et la possibilité de pouvoir s'intégrer correctement. Donc ça doit commencer, non plus par une régularisation au fil de l'eau, mais par un acte politique qui prenne acte qu'on vit dans l'hypocrisie la plus absolue, notamment avec ces gens qui ne sont ni régularisables ni expulsables.
L'autre chose, elle est de penser, d'organiser avec les Européens à la fois la réforme du règlement de Dublin, mais aussi la manière dont ceux qui sont candidats à l'émigration de chez eux et à l'immigration pour venir chez nous, s'évitent de passer entre les mains des passeurs et s'évitent de mettre en danger leur vie autour de ce principe du visa humanitaire. Alors travaillons-y, moi je pense pas, je ne prétends pas avoir la solution miracle, mais je crois que notre responsabilité, elle est là, c'est qu'il y a des phénomènes migratoires qui supposent que, voilà, en tout cas l'Union européenne, plutôt que de n'investir que dans la police des frontières et le contrôle aux frontières, et dans la manière dont elle repoussera et ramènera les gens chez eux, fasse en sorte que, en tout cas, pour ce qui relève du voyage, on sécurise au maximum les conditions dans lesquelles les gens, les personnes font valoir une demande d'asile. Et puis, au-delà de tout ça, c'est là où je dis on connaît sur le nombre de places en CADA, sur la nécessité de l'alphabétisation, sur la prise en charge psychiatrique et de la santé et des premiers soins et des soins pour les personnes migrantes. Mais est-ce qu'on... Je vais le dire, il n'y a rien d'humain, objectivement, à doubler la durée de rétention dans des centres qui sont des centres où l'accès aux soins est misérable, où il n'y a aucune prise en charge psychologique et parfois psychiatrique pour des gens qui sont en exil depuis parfois des mois, sinon des années, abîmés par des violences qu'ils ont subies ou qu'ils ont vues, et qui sont dans une telle situation qu'aujourd'hui, les maintenir en détention, privés de liberté, sans le minimum de soins, est inadmissible. Et doubler cette période, là où il faudrait la ramener à minima aux 32 jours d'avant, doubler cette période quand on sait que la totalité des retours dans le pays d'origine est réalisée dans les 15 premiers jours et qu'on n'en fait que 1 à 2% au-delà des 15 premiers jours, tout ça est absolument inadmissible. Donc, moi, ce que je crois, c'est que d'abord, cette période, elle ne doit pas être doublée, mais réduite de rétention, et qu'il faut qu'on ait une politique qui soit une politique qui mette les moyens sur la question de l'alphabétisation. Dès le premier accueil, bon, moi j'ai eu la chance, j'imagine qu'Aurélien Taché l'a fait aussi, mais et vous tous aussi, j'ai eu la chance de visiter les centres de réfugiés en Allemagne. Pardon, alors c'est pas moi qui fais souvent l'éloge de Merkel, c'est plutôt, en tout cas d'habitude, je suis pas dans ce camp-là, mais là, c'est assez impressionnant. Et ça se mesure à une chose, cet horrible mot des Dublinés. C'est quand un fameux Dubliné est ramené en Italie ou en Grèce, et qu'il revient d'Allemagne, il parle allemand. Quand il revient de France, il ne parle pas français. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie politique d'alphabétisation dès le début, et avec des moyens. Alors je comprends qu'il n'y a plus d'argent public, en tout cas qu'on ne le met pas à ça, mais à faire autre chose avec. Mais bon, ça aussi, il faut juger la politique, il faut voir à quoi on le met, et à quoi on ne le met pas. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a effectivement, alors pas que pour ceux qui ont obtenu le statut de réfugié, dès le premier accueil, il faut avoir une politique ambitieuse d'apprentissage du français, et puis le plus tôt possible, de permettre aux gens de pouvoir travailler, parce que c'est ainsi qu'on leur permettra de trouver leur place dans la société, et au passage, si on est pragmatique et qu'on veut bien regarder les bénéfices qu'on en tiré d'autres pays, de pouvoir... faire un peu de croissance avec, puisque c'est horrible de dire ça, mais il y a aussi ce qu'on appelle les dividendes des migrations et des réfugiés qui sont liés à la bonne intégration de ces personnes dans le pays dans lequel ils viennent. Donc, qu'il s'agisse des visas, des politiques d'accueil, de la régularisation indispensable d'un certain nombre de ceux qui sont aujourd'hui dans le rien du tout, la question des mineurs isolés, et l'attitude de l'administration une fois les lois votées. Je pense qu'on a beaucoup de pain sur la planche, mais qu'il faut le porter dans le débat politique. Parce que si on ne le porte pas, je crains que le consensus, dont je disais qu'il était large, continue à s'élargir et qu'il se fasse au détriment de l'humanité la plus élémentaire.